Le Premier ministre appelle les pouvoirs publics et les personnels de santé à travailler main dans la main pour offrir les meilleurs services aux populations. Kwesi Selagodia Oumezounou participait ce matin à la revue à mi-parcours du budget programme 2014-2015 de l'OMS au Togo. Appel au dialogue également des ministres des enseignements primaires et secondaires, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en direction du corps enseignant togolais. Il faut privilégier les intérêts des élèves, diront les deux ministres, à l'occasion d'une réunion du cadre permanent de concertation tenue cet après-midi à Lomé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les responsables du ministère de la Santé et la représentation de l'Organisation mondiale de la santé au Togo étaient tous autour d'une même table ce mercredi pour procéder à un bilan à mi-parcours de l'exécution du budget programme 2014-2015. Il s'agit d'un plan opérationnel biennal des appuis techniques et financiers apportés par l'OMS au Togo, notamment dans le domaine de la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, mais aussi pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile, dont la représentante résidente de l'OMS au Togo s'est félicitée des succès tout en encourageant les autorités à un peu plus d'efforts en matière de santé maternelle et infantile. Présent à la rencontre, le Premier ministre, qui a aussi en charge le département de la santé, a saisi l'occasion pour s'adresser une fois encore au personnel de la santé, au personnel de santé qui participe de façon très active aux différents mouvements de grève qui perturbent actuellement le secteur public. Reportage d'Eni Chassinam Baga. VIH-Sida, tuberculose, paludisme, handicap et réadaptation. L'Organisation mondiale de la santé appuie environ 24 programmes de ce genre dans le domaine de la santé au Togo. Cet appui technique et financier, évalué à 3 millions de dollars US, se fait à travers des plans stratégiques et des budgets programmes biennaux. Le budget programme 2014-2015, actuellement exécuté au Togo, est arrivé à mi-parcours. Il est au centre de cet atelier pour une évaluation. Nous avons des progrès satisfaisants dans les différents piliers du renforcement du système de santé, en l'occurrence les ressources humaines en santé, le système d'information sanitaire, l'approvisionnement en médicaments. En ce qui concerne également la lutte contre la maladie, nous avons les maladies évitables par la vaccination également qui ont connu un très grand progrès avec l'introduction des nouveaux vaccins. Également le renforcement de la vaccination de routine, même si les chiffres sont légèrement en deçà de ce qui est attendu, nous voyons que le programme se maintient quand même. Je pense que des progrès sont à faire au niveau de la santé maternelle et infantile, pour lesquels les résultats sont assez timides. Nous avons heureusement bénéficié en 2014, à l'instar des fonds qui ont été également distribués aux autres agences du système des Nations Unies, l'UNICEF et l'UNFPA. Nous avons bénéficié des fonds français Muskoka qui ont permis de la réalisation des activités de santé maternelle et infantile. Mais il y a encore du chemin à parcourir. Ceci est d'autant plus vrai que le secteur de la santé au Togo fait face à d'énormes difficultés, aussi bien en ressources humaines et financières qu'en infrastructures et en équipement, a relevé le Premier ministre. Selagodia Oumezounou a insisté que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour assurer à tous les Togolais des soins de santé de qualité. Les défis majeurs de notre secteur sont connus depuis plusieurs années. Et alors que diverses interventions sont en cours pour les relever, de nouvelles crises, comme celle liée au virus Ebola, sont venues une fois encore tester la fiabilité et la résistance de notre système de santé, déjà en manque de moyens humains et matériels. Mesdames et messieurs, chers amis, comment peut-on parler de ces sujets sans le faire avec beaucoup de conviction, beaucoup de détermination et parfois même avec passion? Parce qu'il faut répondre à un certain nombre de questions. Comment peut-on comprendre qu'en 2015, il n'y a pas une sage-femme dans tous les centres de santé périphériques de notre pays? Comment peut-on comprendre que tous les centres de santé préfectoraux n'ont pas de chirurgien ni de gynécologue? Autant de questions qui nous obligent, parce que nous travaillons sur un matériau qui est l'être humain, qui nous oblige à nous parler avec franchise, avec honnêteté, avec sincérité, sans hypocrisie, mais dans le respect de tous. Car le gouvernement ne peut réussir cette ambition qui consiste à prendre soin de la santé de nos concitoyens si ce n'est pas avec vous, responsables du secteur de la santé. Comment peut-on comprendre qu'aujourd'hui,
alors que nous venons d'installer l'assurance maladie pour les travailleurs, les fonctionnaires, la grande majorité de notre population n'a pas accès aux soins de santé. Comment peut-on le comprendre? Alors se pose la question de la couverture maladie universelle, et qui donc entraîne aussi l'amélioration des services de soins, qui nous oblige à regarder les problèmes en face, avec volonté, avec détermination, en appelant la responsabilité de tous pour que nous réussissions ce programme. Nous ne pouvons pas continuer à louvoyer, à faire semblant, lorsque nous connaissons les enjeux et les défis auxquels nous sommes confrontés. Voilà pourquoi, chers mesdames et messieurs, je voudrais que chacun comprenne qu'il faut améliorer les conditions de vie et de travail des agents de santé. Mais il faut améliorer aussi les structures sanitaires. Nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas le regarder. Je voudrais demander à tous et à chacun de le comprendre et de savoir que nous pouvons réussir cette mission que si nous nous donnons la main. Oui, la tâche est immense. Les défis sont nombreux. Les enjeux sont importants. Mais il se fait tard. Nous ne pouvons réussir que si nous nous donnons chaleureusement, courageusement et fraternellement la main pour réussir à relever ces nombreux défis. J'en appelle à tous pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de raison que nous ne travaillions pas en partenariat, que nous ne travaillions pas avec votre appui, votre soutien, votre engagement, votre détermination. Le gouvernement verra à ce que les moyens auxquels il devrait pourvoir soient disponibles. Le gouvernement verra, comme il le fait depuis plusieurs années, à ce que vous soyez dans des conditions de travail qui vous facilitent la tâche et des conditions de vie qui vous aident à prendre soin de nos populations, surtout les plus vulnérables. Alors, cela étant dit, nous devons avoir tous en point de mire l'objectif commun, l'intérêt général, travailler pour le bien commun, travailler pour le bien de nos populations. Je vous adjure de comprendre que l'intérêt du gouvernement, c'est d'avoir avec vous des relations telles que vous soyez totalement en mesure de prendre soin de nos populations. Nous y travaillons depuis plusieurs années, nous continuerons à y travailler. Il n'y a pas de raison de penser un seul instant que le gouvernement pourrait faire autre chose que de veiller à vos conditions de vie et de travail, dans le respect de ce que vous êtes. J'ai découvert personnellement depuis un an, en travaillant avec vous, des gens de qualité. Mais nous avons le devoir aussi de nous dire la vérité. Alors acceptez de nous dire la vérité, de nous parler franchement, sincèrement, dans le respect mutuel, mais avec la plus grande franchise. Voilà ce à quoi je m'attelle avec vous, mais je suis certain que nous réussirons cela, si nous nous donnons ensemble, courageusement et fraternellement, comme je l'ai dit, la main. C'est pourquoi je vous exhorte qu'à travers cette revue, nous commencions à anticiper sur les attentes et orientations qui, à moyen terme, nous serviront de guide pour relever nos défis. Le Premier ministre a également salué la coopération entre le Togo et l'Organisation mondiale de la santé, dont la stratégie 2009-2013 a été évaluée. Le rapport de cette évaluation est l'autre point saillant de cet atelier. Du côté de l'éducation, l'heure est également au discours d'apaisement lors d'une rencontre du cadre permanent de concertation. Les ministres des enseignements primaires et secondaires et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont fait le point sur les perturbations observées ces derniers jours dans les milieux scolaires pour cause de grève des enseignants et appelé à un retour au calme. Une réunion dont nous reparlerons dans quelques instants avec un reportage de Constantine Bonfaux. Il y a quelques semaines, nous parlions de l'apatridie et de la difficile situation de ces hommes et femmes qui, pour des raisons diverses, ont été amenés à quitter leur pays d'origine pour devenir des sans-patrie, des gens sans attache, avec aucune nation. Aujourd'hui, c'est des enfants migrants non accompagnés qu'il est question. L'ONG Terre des Hommes et le comité de coordination des actions en faveur des enfants en mobilité pilotent un projet de plaidoyer au profit de cette catégorie sociale. Ils ont réuni à cet effet des acteurs sociaux pour les former aux techniques d'accompagnement et de protection de ces enfants. Compte rendu, Sonia Menipo et Demsousoupo. Mobilité des enfants rime avec risque, vulnérabilité et danger, mais pose aussi une problématique de développement personnel. Comment pourrait-on assurer la protection des enfants migrants non accompagnés en vue d'assurer leur plein épanouissement? C'est ce dont il est question ici au cours de cette formation des acteurs sociaux. Ils comprendront mieux l'approche mobilité et l'APE, accompagnement protecteur des enfants, pour une parfaite réussite des plaidoyers des organisations de protection du droit des enfants.
Pour pouvoir mieux accompagner les enfants, il faudrait quand même que ces acteurs sociaux maîtrisent les outils d'accompagnement. Et ce sont ces outils-là que nous allons leur enseigner. Et, par exemple, nous allons mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant, le flux migratoire, l'approche psychosociale de l'enfant et également l'approche communautaire. Donc tout cet ensemble-là formera un tout et à partir de ce tout, les enfants seront protégés comme nous le voulons. Les déplacements des enfants restent un phénomène structurel ancré dans la réalité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont 59 millions d'enfants dont l'âge est compris entre 5 et 17 ans à se retrouver dans cette situation que veulent combattre le comité de coordination des actions en faveur. Veuillez accepter toutes nos excuses pour cette interruption. Cela est dû à une panne d'électricité, comme mentionné sur la bande passante que vous avez vue tout à l'heure. Nous reprenons ce journal là où nous l'avions laissé au moment de la coupure. Nous parlions des enfants en situation de migration. Ce sont souvent des êtres fragiles, exposés à toute forme de violence. Raison pour laquelle les organisations de protection des droits des enfants s'intéressent de plus en plus à leur sort. La question aujourd'hui est de savoir quelle catégorie d'enfants est concernée par ce phénomène et qu'est-ce qui peut bien les amener à quitter les parents, leur domicile et parfois leur pays pour se lancer dans ces aventures périlleuses. Et dans ce support, c'est donc intéressé au sujet. Sa réponse dans le reportage que voici. Une étude sur les itinéraires de migration des enfants en situation de mobilité entre Lomé et Cotonou a révélé que sur 100 ménages, 41 à 49% connaissent ou ont connu des départs de leurs enfants. 90% de ceux qui partent sont des enfants déscolarisés dont le niveau d'études est bas. Ils partent pour plusieurs raisons. Dans les familles, des violences qui sont perpétrées dans les familles par les parents, les proches parents, les frères et sœurs sur ces enfants. Donc les enfants croient fuir ces violences pour se réfugier et donc ils partent en mobilité pour chercher un endroit où il y aurait un environnement protecteur pour eux. Il y a également des raisons économiques où dans les villages, comme vous le savez, dans les zones rurales particulièrement, et ils n'ont pas les ressources nécessaires pour survivre. Il y a également le mariage forcé qui pousse également les enfants à aller en mobilité. Parce que peut-être l'enfant a 10, 12 ans, le papa voudrait le marier de force. Les enfants concernés par ces mobilités ne sont pas tous victimes de traite, mais le phénomène de mobilité ne leur offre toujours pas un environnement protecteur. L'accompagnement protecteur des enfants nécessite un travail en réseau. Il faut renforcer l'information au niveau des parents et des enfants même. Et donc, il y a les commissions de protection qui sont renforcées pour informer davantage les communautés, les enfants, les parents, les familles sur ces genres de choses. Et ils sont là maintenant pour recueillir les projets de mobilité des enfants dans les villages. Et maintenant, au niveau des écoles, au sein des enfants, des groupes d'enfants, il y a également des pères qui accompagnent, qui donnent l'information sur les risques et l'existence maintenant des commissions de protection pour l'accompagnement des enfants dans ces genres de situations. Actuellement, au Togo, les localités d'Akebu, Vaux et Sanvikondi, sur la frontière Togo-Bénin, sont couvertes par le projet de protection des enfants migrants non accompagnés. L'opération de transfert monétaire dont le chef de l'État a procédé récemment au lancement suit son cours. Cette opération qui consiste à remettre mensuellement une certaine somme d'argent aux couches sociales les plus défavorisées afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins élémentaires bénéficie pour le moment aux communautés de 2 régions du Togo, à savoir la Kara et les Savanes. Le choix des cibles a été réalisé sur la base d'une étude d'impact dont les résultats sont actuellement en cours de restitution aux agents régionaux qui y sont impliqués. C'est le cas à Daparon où vient de se tenir une réunion sur le sujet. Désiré Aloye. En présence des acteurs régionaux et centraux impliqués dans le projet transfert monétaire, une initiative du gouvernement togolais, la direction de l'action sociale de la région de Savane, en collaboration avec
Avec l'Institut de recherche pour le développement IRD, la Banque mondiale et l'UNICEF fait la restitution d'une étude d'impact sur les effets réels du projet. Un projet pour mesurer l'impact des transferts monétaires sur le développement des enfants de 6 à 24 mois en ce qui concerne leur santé et leur état nutritionnel. Coût du projet 4 milliards 525 millions. Donc le programme consiste à apporter des enseignements à ces ménages, surtout aux femmes, pour qu'elles puissent mieux s'occuper des enfants, pour leur permettre de bien nourrir ces enfants, pour qu'ils sortent du cercle vicieux de la malnutrition qu'on constate au niveau des villages ciblés. On pense qu'en augmentant un peu le revenu des mamans, ça leur permettra à la fois de diversifier l'alimentation des enfants, de les emmener aux consultations de santé, elles d'aller à leurs consultations prénatales. Le projet transfert monétaire qui prend en compte 317 villages sélectionnés dans les régions des Savanes et Kara est lancé officiellement le 14 janvier 2015 par le chef de l'État Faure Essesounanya Zingbe. Un projet de filet social et de sécurité. Chaque couple mère-enfant et autres bénéficiaires recevront 5 000 francs par mois pendant 3 ans. Je parlais tout à l'heure de cette réunion que les ministres Yao Flora Maganawe et son collègue de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont eu avec les membres du cadre permanent de concertation. Il était question de faire le point sur les perturbations observées ces derniers jours dans le secteur de l'éducation et appeler les enseignants au calme. Nous allons sur ce reportage de Soumia Ameniko et Constantine Bonfou. Le cadre permanent de concertation des ministères des enseignements primaires et secondaires et de l'enseignement technique était en travaux ce jour en présence des 2 ministres de tutelle. Le but, clarifier les positions des uns et des autres par rapport au mot d'ordre de grève lancé par la synergie des travailleurs du Togo. Nous avons déploré que lorsque les enfants descendent dans la rue comme ça, eh bien, à chaque fois, c'est des casses, des mouvements de violence sur ceux des établissements privés laïcs ou confessionnels, voire même des établissements publics qui ne font pas grève. Et ils vont les déloger avec des jets de pierre. Ils s'en prennent aux paisibles citoyens avec des casses de pare-brise de voitures. Ils s'en prennent également dans la zone 3, notamment à Dapan, au matériel qui sert de révision des listes électorales. Et nous avons trouvé que cette situation est un peu grave et qu'il fallait donc faire en sorte que nous puissions rappeler les règles déontologiques à certains de nos collègues enseignants. Entre autres inquiétudes des élèves qui battent les pavés pour réclamer leurs enseignants dans les classes, il y a la question des cours considérés comme faits à la suite de chaque grève. Là-dessus, les syndicats des enseignants rassurent. Souvent, quand on dit les cours sont considérés comme faits, bon, au fait, on reprend. En réalité, l'enseignant ne fait pas grève parce qu'il y a une continuité dans le chapitre. Nous rassurons quand même les élèves que, bon, quel que soit le cas, les choses vont marcher normalement. Voilà. La rencontre est sectorielle. En clair, les négociations de haut niveau se poursuivent. Les négociations se poursuivent et à un très haut sommet. C'est au niveau de la primature, c'est avec le Premier ministre que les discussions se font. Et quand on regarde un peu tout ce qui est réclamé jusqu'aujourd'hui, j'ai entendu dire que le gouvernement ne fait rien et que rien n'a changé. Je crois que depuis, pour tous les fonctionnaires, et notamment les enseignants, si l'on prend les bulletins du mois de janvier déjà, on s'aperçoit que les efforts sont faits. Et depuis 2005, régulièrement, les salaires sont montés et qu'aujourd'hui, on peut remarquer que tout le plus que l'on a pu avoir pour les cadres A1 comme les cadres A2, nous sommes à près de 290 points d'indice. Néanmoins, les syndicats de l'enseignement exhortent le gouvernement à tout mettre en œuvre pour trouver des solutions à cette crise et à accélérer, disent-ils, le processus de mise en place de la coopérative d'épargne et de crédit des enseignants du Togo, puis la finalisation du projet du statut particulier des enseignants. Et surtout, ne pas toucher aux droits de grève. C'est la recommandation formulée par la Confédération syndicale internationale à l'occasion de la célébration ce jour de la Journée mondiale consacrée à la défense du droit de faire grève.
L'Union nationale des syndicats indépendants du Togo, UNSIT, a animé dans ce cadre une conférence de presse cet après-midi au César de Lomé. Rappelons que le droit de grève fait partie des libertés publiques contenues dans la loi fondamentale togolaise et que tout citoyen qui a rempli les conditions peut l'exercer sans aucune contrainte. Compte rendu Denis Tchassinam Baga. Le droit de grève est menacé. La sonnette d'alarme a été tirée lors de cette conférence de presse. Il s'agit pour les responsables syndicaux d'attirer l'attention des travailleurs et des autorités gouvernementales sur les multiples actions entreprises par le groupe des employeurs au sein de l'Organisation internationale du travail en vue de remettre en cause cette ultime arme dont ils disposent lors des négociations. Les conventions sont des dispositions supranationales et chaque pays qui ratifie doit transcrire ça dans sa législation nationale. Le droit de grève est consacré depuis 1948 par la Convention numéro 87 de l'OIT qui porte sur la liberté syndicale. Sa suppression remet en cause l'existence même du syndicalisme et porte atteinte aux droits des travailleurs à revendiquer l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie, ont expliqué les responsables syndicaux aux journalistes. Ils exhortent donc tous les travailleurs à observer et à s'associer aux activités de cette journée d'action mondiale de défense du droit de faire grève, qui est une réponse de la Confédération syndicale internationale aux velléités du groupe des employeurs. Le traditionnel deuxième mercredi de l'entrepreneur dont l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI est l'initiatrice a porté aujourd'hui sur les innovations majeures contenues dans la loi de finances 2015. Les organisateurs de la rencontre justifient le choix de ce thème par la nécessité pour les opérateurs économiques d'en savoir davantage sur les changements introduits dans le budget 2015 et leurs éventuelles incidences sur leurs activités. Précision Dédé Koussao, Carmen Madi Akabo. Pour 2015, des mesures sont prises par le gouvernement pour améliorer les recettes publiques et mieux lutter contre la pauvreté au Togo. La loi des finances, adoptée le 30 décembre dernier par l'Assemblée nationale, comporte des innovations susceptibles de booster l'économie. La facture normalisée TVA et le tarif extérieur à commun de la CEDEAO qui fixe une taxation de 35% au niveau des droits de douane dans l'espace communautaire, par exemple, sont entre autres de nouvelles mesures qu'il faut porter à la connaissance des opérateurs économiques, responsables fiscaux, comptables et auditeurs des sociétés. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI leur explique donc les apports majeurs contenus dans cette loi de finances. Les objectifs macroéconomiques qui ont été définis pour la loi des finances 2015, c'est notamment le PIB, l'augmentation du PIB à 5,8% et une diminution du taux d'inflation à 2,2 contre 2,6 en 2014. Ces innovations ont forcément induit des avantages au profit des entrepreneurs. La clarification d'abord de certaines dispositions fiscales, la simplification, parce que nous le voyons, les entrepreneurs se plaignent souvent des tracasseries, de la complication. Donc pour 2015, il y a eu simplification des procédures fiscales. L'État a voulu également accroître la mobilisation de façon optimale des recettes fiscales, mais dans le respect des droits des contribuables. La maîtrise des innovations introduites dans la loi des finances exercice 2015 va permettre à ces différents acteurs de renouveler leurs connaissances pour mieux gérer leurs entreprises et mieux contribuer à la croissance économique du Togo. Actualité politique, le combat pour l'alternance en 2015, CAP 2015, a bouclé dimanche dernier dans le Bamono la première phase de sa tournée de sensibilisation et d'information de ses militants sympathisants sur les enjeux de la présidentielle prochaine. La problématique des réformes institutionnelles et constitutionnelles au Togo et les raisons de la participation de CAP 2015 au scrutin étaient le principal sujet de cette tournée. Carmen Madje Akako et pour le reportage.
Situé à 10 km d'Enfoin, que le combat pour l'alternance politique en 2015. CAP 2015 a bouclé sa première phase de remobilisation des troupes pour le compte des futures échéances électorales au Togo. Parmi les principaux sujets abordés pendant ces 5 jours de tournée dans les préfectures des lacs de Vaud, de Yoto et du Bas-Mono, la confirmation de la participation de CAP 2015 à la présidentielle de 2015. Nous sommes sûrs qu'ils ont pris bonne note, que la lutte continue pour les réformes, mais nous sommes aussi décidés que nous irons aux élections dans un état de clarité pour que nous remportions ces élections-là en 2015. Avant cette ultime étape, ce sont les populations d'Ativé, de Maceda, de Logomé, de Momegbavé, de Tanou et d'Agomé-Glozou qui ont été sollicités pour soutenir le candidat de CAP 2015, Jean-Pierre Fabre. 6 partis politiques animent ce regroupement, à savoir l'ANC, l'UDS Togo, le PDP, le PSR, la CDPA et Santé du Peuple. La prochaine étape de ce périple national, l'AV, le ZIO et Golf. Religion, célébration eucharistique avec imposition des cendres chez les chrétiens catholiques en ce jour spécial dénommé mercredi des cendres. Une cérémonie qui marque le début du mois de 40 jours de carême pour aboutir à la célébration de la fête de Pâques. Voyons le reportage de Florence Kopassé et Rachel Aoukou. À la paroisse Immaculée Conception de Nikonakwe, la célébration eucharistique a été marquée par l'imposition des cendres aux fidèles comme partout ailleurs. C'est le début du mois de carême, un temps fort dans la liturgie catholique où les chrétiens sont appelés durant 40 jours à vivre une vie de prière, de pénitence, de conversion et d'aumône, bref, suivre de nouveau les pas du Christ au désert. Nous allons nous exercer aux vertus chrétiennes. On jeûne pour rendre l'esprit léger. Le corps, notre corps nous pèse, la chair nous fait violence. Donc le jeûne. Et là aussi on sent le besoin, quand on jeûne et on a faim, on pense à ceux qui n'ont rien à manger. Et on ne gaspille pas. Le cœur devient généreux, on veut partager. Considéré comme un temps préparatoire à la Pâque, le carême est un cheminement spirituel qui permet de célébrer la passion du Christ. Cela nous fait réfléchir sur nos misères, la méchanceté humaine. Par exemple, Jésus, qu'on arrête, c'est l'innocent. On le frappe alors qu'il n'a commis aucune faute. On va le tourner en dérision, couronne d'épines. Et on voit comment les hommes humilient leurs prochains. Et pas de mensonge, on les tourne en dérision. Et en pensant à tout cela, on se convertit, on ne va pas faire ça avec notre prochain. Et la méchanceté, la violence gratuite, la flagellation, et on pense à tout cela. Et puis en même temps, en méditant ce mystère, on dit, ah, notre chair, la concupiscence, c'est cela qui nous conduit dans le mal. Les cendres utilisées ce jour sont celles des palmes du dimanche des Rameaux. Le carême est également un moment de recueillement et de repentance qui prépare les chrétiens à la semaine sainte qui annonce la résurrection du Christ. Carême observé uniquement par les chrétiens catholiques. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Isidore Koubatine pour notre édition de nuit. Encore une fois, toutes nos excuses pour l'interruption constatée dans cette édition. Cela a été dû à une panne d'électricité. Merci, au revoir.